Bonjour et bienvenue mes chers élèves. Dans cette série de vidéos qui concerne l'unité 3, les communications hormonales et nerveuses, et plus précisément le chapitre 2, la communication nerveuse, on va entamer l'activité 6, à savoir les caractéristiques du neurone et du nerf. Commençons tout d'abord par l'étude de la réponse du neurone et du nerf à des excitations d'intensité croissante. Et comme données expérimentales, on indique que, en utilisant un dispositif expérimental adéquat, on applique sur un neurone et après sur un nerf des excitations d'intensité croissante de I1 à I6. Les résultats obtenus sont représentés par les enregistrements suivants. Premièrement, le cas du neurone et deuxièmement, le cas du nerf. Et comme question, on vous demande d'analyser les résultats et d'en tirer une conclusion. Et deuxièmement, on vous demande de déterminer la propriété d'une part du neurone et d'autre part du nerf qu'on peut tirer de cette étude. Alors si on commence par l'analyse et la conclusion dans le cas du neurone. Qu'est-ce qu'on constate exactement? Alors pour l'excitation I1 et pour l'excitation I2, on n'a rien que l'artefact de stimulation. Autrement dit, il n'y a pas eu de réponse. Et à partir de l'excitation I3, on constate qu'on a une réponse, mais avec une amplitude qui reste toujours constante. Chose qui veut dire tout simplement comme conclusion que l'excitation I1 et I2 ne sont pas considérées comme étant des excitations efficaces, alors que à partir de l'excitation 3, les excitations sont considérées comme étant des excitations efficaces. Alors pour le cas du nerf, alors même chose, pour I1 et I2, pas de réponse, mais à partir de I3, on constate qu'on obtient une réponse dont l'amplitude augmente avec l'augmentation de l'intensité de l'excitation. Mais à partir de l'excitation I5, l'amplitude reste constante malgré la poursuite de l'augmentation de l'intensité des excitations. Chose qui veut dire tout simplement que I1 et I2 sont toujours considérés comme étant inefficaces, mais I3 et par la suite les autres excitations sont considérées comme étant des excitations efficaces. Mais l'essentiel, c'est que l'amplitude augmente avec l'augmentation de l'intensité de l'excitation. Alors pour la détermination de la propriété du neurone et du nerf. Dans le cas du neurone, ce qu'on remarque, comme c'est déjà mentionné, c'est que le neurone, soit il ne répond pas, ou bien elle répond. Et dans ce dernier cas, sa réponse est indépendante de l'intensité de l'excitation. C'est-à-dire que l'amplitude reste toujours constante, elle est inchangeable. On dit que la fibre nerveuse obéit à la loi de tout ou rien. Soit il n'y a pas de réponse, ou une réponse de même amplitude. Donc, la fibre nerveuse constitue l'unité structurale qui répond ou elle ne répond pas. Soulignons le terme loi, tout simplement, de tout ou rien. Soit il y a une réponse, ou bien il n'y a pas de réponse. Alors pour le cas du nerf, comme c'est déjà mentionné, une fois l'excitation est efficace et que le potentiel d'action apparaît, l'amplitude de la réponse augmente jusqu'à ce qu'elle devienne constante. Donc à partir de I3, on a une réponse dont l'amplitude augmente avec l'augmentation de l'intensité de l'excitation. Mais à partir de l'excitation I5, l'amplitude reste constante malgré la poursuite de l'augmentation de l'intensité de l'excitation.
on dit dans ce cas que le nerf obéit à la loi de recrutement. C'est-à-dire, alors cette loi s'explique par le fait que le nerf se compose de plusieurs fibres nerveuses et que le nombre de fibres recrutées, c'est-à-dire le nombre de fibres engagées, augmente avec l'augmentation de l'intensité de l'excitation, jusqu'à ce que toutes les fibres répondent en même temps. Dans ce cas, l'amplitude restera inchangée, restera toujours constante. Passons maintenant à déterminer la relation entre la structure de la fibre nerveuse et la conductibilité, comme vous le voyez là, au niveau du titre. Et commençons par des études expérimentales, à savoir que l'utilisation d'une excitation efficace du nerf s'affine chez le lapin. Il s'agit là du nerf qui constitue la branche la plus large du nerf fémoral et qui est composée uniquement de fibres sensitives. Alors cette excitation permet d'obtenir le résultat représenté par la figure suivante. Premièrement, on demande d'expliquer le résultat obtenu à partir de l'analyse de la courbe. Commençons donc par l'analyse, c'est-à-dire la description de la courbe obtenue. Alors, comme vous le voyez, il s'agit tout simplement d'un potentiel d'action, mais un potentiel d'action qui a une forme différente de celle qu'on a déjà étudiée, chose qui veut dire tout simplement qu'il s'agit d'un potentiel d'action avec deux modes, avec deux sommets, le sommet A et le sommet B. Alors, le deuxième sommet, c'est-à-dire le sommet B, comme vous le constatez, apparaît lors de la phase de repolarisation du premier mode. Alors, cela s'explique par le fait que le nerf se compose de deux types de fibres nerveuses qui diffèrent entre elles par la vitesse de la conduction de l'influx nerveux, des fibres qui conduisent l'influx nerveux avec une vitesse importante et qui ont donné le sommet A, et d'autres fibres qui le conduisent avec une faible vitesse et qui ont donné le pic B. Donc, une fois l'analyse est donnée, on va poursuivre tout simplement les données expérimentales et on va essayer maintenant de déterminer les facteurs qui influencent la propagation de l'influx nerveux. C'est comme si on va se demander la question pourquoi une seule excitation d'intensité efficace a permis d'obtenir un potentiel d'action avec deux modes. Vous avez là tout simplement les données regroupées dans un tableau qui résume les résultats de notre étude qui prend tout simplement en considération la nature de la fibre nerveuse d'une part, son diamètre d'autre part et encore plus sa vitesse de propagation de l'influx nerveux. Donc l'activité consiste tout simplement à tirer une conclusion à partir de l'analyse des résultats. Et bien sûr, on doit commencer par l'analyse. Autrement dit, on doit tout simplement décrire ce qu'on observe. Donc, on constate que pour un même type d'être vivant, c'est-à-dire par exemple si on prend en considération les fibres myéléniques des mammifères, qu'est-ce qu'on constate? Que pour un diamètre de 10 micromètres, la vitesse elle est de l'ordre de 60 mètres par seconde, alors que pour un diamètre de 20 micromètres, la vitesse devient de 120 mètres par seconde. Même chose pour les fibres amyléniques du nerf sciatique de la grenouille. Donc, la vitesse de conduction de l'influx nerveux est élevée pour les fibres de grand diamètre par rapport aux fibres de faible diamètre. Et si on prend en considération le même diamètre, par exemple, un diamètre de 10 micromètres dans le cas des fibres myéléniques des mammifères, on constate que la vitesse elle est de l'ordre de 60 mètres par seconde.
Et dans le cas des fibres myéléniques du nerf sciatique de la grenouille, on constate que la vitesse n'est que de l'ordre de 17 mètres par seconde. Autrement dit, tout simplement, la vitesse diffère d'une espèce à une autre. Donc, comme conclusion, on conclut que la vitesse de propagation de l'influx nerveux diffère selon le diamètre d'une part et selon la nature des fibres myéléniques ou bien amyéléniques et selon les types d'êtres vivants. Alors, pour déterminer maintenant la relation proprement dite entre la structure de la fibre nerveuse et la conductibilité de l'influx nerveux, on va se baser sur ce qui va suivre. Alors, dans le cas d'une fibre amyélénique, comme vous le constatez là, sa surface elle est chargée positivement, alors que l'intérieur possède des charges négatives. Donc, sa surface possède des charges positives qui sont réparties sur toute la surface, et l'intérieur, bien sûr, possède des charges négatives. Mais suite à une stimulation, au point même de l'excitation, on assiste à un renversement, comme vous le constatez là, des charges. L'extérieur devient chargé négativement et l'intérieur devient chargé positivement. Et par la suite, bien sûr, la naissance et la création d'une onde de dépolarisation qui va se propager de part et d'autre du point d'excitation. Donc, il va y avoir tout simplement une propagation de l'influx nerveux de part et d'autre du point de l'excitation. Donc, la conduction s'effectue d'une façon continue d'un point à un point avoisinant, de proche en proche. C'est la théorie des courants locaux. Il s'agit d'une conduction avec une vitesse faible. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va y avoir un déplacement des charges d'un point à un point qui lui est proche. Dans le cas, maintenant, d'une fibre amyélénique, qu'est-ce qu'on constate exactement? Alors, la surface possède des charges positives, toujours, et l'intérieur des charges négatives, mais ces charges ne se trouvent que au niveau des nœuds de Ranvier. Pourquoi? Parce que tout simplement la myéline, vu sa nature lipédique, joue le rôle d'un isolant. Donc, suite à une excitation, il va y avoir apparition d'une onde de dépolarisation qui va se propager de part et d'autre du point au niveau duquel s'est effectuée l'excitation, donc de part et d'autre d'un nœud de Ranvier à celui avoisinant en effectuant des sauts. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme c'est déjà mentionné, la gaine de myéline est une structure isolante. Donc le déplacement effectue des sauts. Cette théorie s'appelle la théorie des courants saltatoires, qui permet une transmission de l'influx nerveux d'une façon, bien sûr, dans ce cas-là, beaucoup plus rapide. Et comme remarque qu'on va ajouter d'autres notions, premièrement, vous avez tout simplement que dans le cas d'une fibre isolée, la transmission de l'influx nerveux s'effectue dans les deux sens à partir du même point d'excitation. Bon, cette information-là, on va la prendre en considération dans l'activité qui va suivre. Et d'autre part, les nœuds de Ranvier sont d'autant plus éloignés que le diamètre de la fibre soit grand, ce qui explique tout simplement l'augmentation de la vitesse de la conductibilité chez les fibres myélinisées qui possèdent un diamètre élevé, parce que tout simplement, on a déjà constaté que la vitesse augmente avec l'augmentation du diamètre de la fibre. Eh bien, on est arrivé à la fin de cette activité. Je vous remercie, mes chers élèves, pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.